7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Sophie Majan. Buongiorno. Ah oui, ça y est, on voyage. Alors vous nous emmenez en Toscane. Oui, écoutez, c'est vrai que la Toscane, ça fait rêver, je crois. Sienne et la Toscane, alors c'est un petit peu la particularité de ce voyage que nous proposons début juin. Du 6 au 10 juin, c'est le sud de la Toscane qui est moins connu. Évidemment, nous allons atterrir à Florence. Il faut bien une porte d'entrée quand même. Mm-hmm. Mais vous voyez, on laissera de côté Florence. Voilà, Florence est une visite, j'ai envie de dire, à part entière. Il faut au moins 4 ou 5 jours. Et donc, on propose une visite chaque année ou au moins 2 fois par an pour la découverte de Florence, qui est cette ville musée. Et là, ce que nous proposons début juin, c'est de partir dans la campagne, en fait. De partir dans le sud, autour de Sienne, de toutes ces cités mythiques, de San Gimignano, Montalcino, etc. Et puis, descendre encore plus vers le sud et vers le Val d'Orcia. Vous savez, quand vous avez ces images d'Épinal en tête, de cette campagne très ondulée, avec des petites maisons magnifiques, et puis un chemin enlacé avec des cyprès. Et ben c'est là, voilà. Et ben c'est là, c'est dans le sud, c'est de la Toscane, c'est autour de Sienne, un peu plus au sud de Sienne, vers le Val d'Orcia. Et donc c'est un très joli programme qui sera accompagné par Virginie Foutel, donc du 6 au 10 juin prochain. C'est pas c'est dans cet endroit qu'a été tourné Gladiateur, par hasard? Alors certainement, je crois que vous avez raison. Ça me fait penser à cette des références. Oui, voilà. Donc je crois qu'il y a de nombreux films en effet qui ont été tournés dans ces coins-là. C'est très beau. Et c'est vrai que début juin, c'est magnifique parce que c'est presque déjà la saison des moissons. C'est une région très agricole. On passera bien sûr par le Chianti, mais on ira également dans ces terres à blé. Vous avez raison, qui sont très belles, qui sont très riches, qui sont assez méconnues. Et ça, c'est la particularité aussi de ce voyage, si vous voulez, c'est de sortir des sentiers battus, de sortir de là où tout le monde va, tout le monde reste, et ce qui empêche généralement de découvrir d'autres trésors, parce que la Toscane en général et l'Italie évidemment est riche de nombreux trésors, et il faut sortir de Sienne, de San Gimignano, de Florence, et aller un petit peu ailleurs, dans des endroits plus inconnus et non moins riches en réalité. Alors, vous passez par Sienne, connue pour sa course de chevaux, ce que vous me disiez tout à l'heure. Oui, alors c'est vrai qu'à Sienne, on ne sera pas pour la course de chevaux, mais vous avez une particularité, et ça c'est propre à toute l'Italie, on en a déjà parlé sur cette antenne. Eh bien, vous avez des traditions, mais qui remontent au Moyen-Âge, parce que cette course de chevaux, qui s'appelle le Palio, est une tradition de course qui remonte donc à la période médiévale, qui se tient dans cette grande place de Sienne, qui a la forme, dit-on, du manteau de la Vierge, qui est légèrement incurvé, qui a une forme tout à fait originale, semi-circulaire si vous voulez, et très pentue d'ailleurs. Elle remonte sur les bords extérieurs, et donc 2 fois par an, au début de l'été et pour la fête de l'Assomption, eh bien vous avez une grande course de chevaux, assez dangereuse, je dois dire, qui court justement sur cette place où on se presse, on se serre, on essaye de louer le moindre balcon, etc. pour assister à cette course extraordinaire. Et surtout, alors il y a la course évidemment, mais il y a toute cette ambiance aussi dans la ville où chaque quartier, les contrades, soutiennent leurs champions. Et donc ça, c'est extraordinaire parce que chaque quartier a son propre drapeau, accompagne en fanfare avec, vous savez, les lancers drapeaux, leurs champions vers la place. Il y a une ambiance extraordinaire. Alors on retrouve cette ambiance d'ailleurs, même s'il n'y a pas forcément de course de chevaux, dès qu'il y a une fête patronale, une fête nationale italienne, vous avez des défilés et ces lancers de drapeaux. Vous savez, je ne sais pas si ils sont habillés généralement à la manière médiévale. Ça arrive souvent, non pas seulement à Sienne, mais ailleurs en Italie. Et puis ils lancent des drapeaux comme ça, très très haut. Ils les rattrapent avec une habileté déconcertante. Ce qui est formidable, c'est que vous avez toute la population qui est là, toute la population locale. Ce n'est pas du folklore. C'est-à-dire que vous avez vraiment toutes les strates de la société, des plus jeunes aux plus âgés, des plus riches aux plus pauvres, qui se retrouvent là pour ces fêtes auxquelles ils sont très attachés. Et donc, c'est un patrimoine vivant. Voilà. En France, on cherche parfois à recréer ces patrimoines vivants. En Italie, ils ne sont jamais morts finalement. Mais à chaque fois que vous nous parlez d'Italie, j'aimerais que vous me parlez vraiment d'une culture singulière dans chaque région. On sent qu'ils en vivent réellement et que effectivement, vous disiez, c'est pas du folklore. Non, ce n'est pas du folklore, ils en vivent réellement et ils le transmettent, ça continue. Il n'y a pas d'opposition
entre la modernité ou le monde contemporain et leur tradition, leur histoire. Voilà. Et ça, je crois qu'en réalité, c'est propre à la France de vouloir tout mettre en opposition. C'est une manière très marxiste finalement de voir l'histoire, et ce qui n'est pas le cas de fait en Italie, et c'est fort agréable. Alors même que la Toscane est une région plutôt classée rouge, qui traditionnellement, en tout cas au XXe siècle, a été très communiste. Mais moi, je me souviens très très bien d'un maire communiste justement, qui était chez des amis là, chez qui j'allais souvent, et qui faisait son signe de croix quand même pour le bénédicité. Donc vous voyez, c'est vraiment Pépone et Don Camillo, voilà. C'est vrai, c'est du vécu, et c'est récent en réalité. Quelle est la singularité de la culture en Toscane ? Qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce qu'on y vit, qu'on ne vivrait pas ou qu'on ne verrait pas ailleurs en Alors, Italie ? vous avez déjà cette histoire très riche qui est propre. Tout à l'heure, en préparant cette chronique, eh bien, vous me disiez, mais finalement, quelle est la différence entre les Pouilles et la Toscane ? Bon, déjà, c'est pas du tout le même endroit, évidemment, et ça, on le sait, mais surtout, et c'est vrai, vous avez une histoire complètement différente. L'unité italienne, c'est donc 1871, c'est absolument récent. Ça a fait à peine plus de 170 ans que cette unité s'est faite à la suite de Garibaldi. Jusque-là, comment était divisée l'Italie ? Grosso modo, vous aviez au sud ce monde donc, du royaume de Sicile, avec une origine normande, et puis les Bourbons qui ont pris le relais, je simplifie à l'extrême. Ensuite, au milieu de l'Italie, vous aviez les États du pape, jusqu'au 19e siècle, de fait, et puis ça s'est réduit petit à petit, puis le pape a tout perdu et s'est retrouvé enfermé dans le Vatican. Et au nord de la péninsule italique, traditionnellement, eh bien, vous avez eu, depuis la chute, si vous voulez, de l'Empire romain, parce qu'évidemment, quand Rome était là, il y avait cette unité qui a été perdue à la chute de Rome. Eh bien, traditionnellement, dans ce nord de l'Italie, vous aviez des cités indépendantes, des cités, des républiques, et dont fait partie, bien sûr, Florence. Florence, où est née donc la Renaissance. Et c'est ça qui fait la particularité par rapport à d'autres régions, et notamment aux Pouilles, où la Renaissance n'est pas du tout arrivée. C'était complètement hermétique. Vous aviez deux Italies à l'époque, si vous voulez, en cette fin du Moyen-Âge et au début de la période dite Renaissance. Donc deux Italies qui ne communiquaient pas, qui n'échangeaient pas vraiment. On ne retrouve aucun reste Renaissance dans le sud de l'Italie, ou presque pas. Donc c'est très étonnant, mais c'est un fait. Et donc vous avez ce foisonnement à la cour des Médicis qui va éclairer le monde et porter son influence à la cour du pape à Rome, avant de se développer à nouveau dans un troisième temps à Venise. Ouais. Donc voilà, en quelques mots évidemment, mais tous vos auditeurs connaissent tout cela par cœur, et c'est vrai que c'est fascinant, c'est intéressant. On est très attachés à l'Italie. Voilà, en tout cas, vous connaissez tout ça par cœur, ça vous passionne, j'avoue. Oui, il faut m'arrêter. Ah non, mais pas du tout, au contraire. Mais alors justement, on parlait des Pouilles, je vous demandais quelle était la différence. Vous avez prévu un nouveau voyage Oui, parce que suite à l'émission qu'on avait faite il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus, on a eu beaucoup d'appels, figurez-vous. Donc je remercie tous ceux qui nous écoutent et ensuite qui appellent Odeia. Donc c'est fort sympathique. Ou qui viennent nous voir. Il y a deux de vos auditeurs hier qui sont venus dans nos locaux, nous demander et nous rendre visite. Voilà, pour qu'on se rencontre, c'est très, très sympathique. Et donc oui, ce voyage dans les Pouilles qui est prévu début mai, eh bien, on l'a doublé et on en a créé un autre fin mai avec un départ le 26 mai, un retour le 1er juin. Tout cela, on peut le retrouver sur notre site internet www.odeia.fr. L'Italie, c'est la destination qui a le plus de succès Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de voyages en Italie chaque année, plusieurs dizaines, j'ai envie de dire, à la fois en voyage culturel, mais aussi en pèlerinage. Cette année, c'est le jubilé, l'un des jubilés de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, qui est cet immense personnage qui est justement né dans le sud de l'Italie, dans le royaume de Sicile, donc au XIIIe siècle, et on fête le jubilé de son décès. Il est mort un 7 mars 1274, figurez-vous. D'accord. Et donc voilà, c'était l'anniversaire de sa mort. 3 années de jubilé l'an dernier, c'était le jubilé de sa naissance, cette année le jubilé de sa mort, et l'an prochain le jubilé, me semble-t-il, de sa canonisation. Et nous organisons plusieurs voyages pèlerinages, donc en Italie, notamment à
cet été, un avec l'abbé Chotard, que vous connaissez peut-être, de la Fraternité Saint-Pie X. Ça sera en août. Un autre avec l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, ça sera au mois d'octobre, etc. Donc voilà, on a beaucoup, vous voyez, on va beaucoup en Italie, à la fois dans le cadre de ces voyages culturels, de ces pèlerinages. Et lorsqu'on fait un pèlerinage, eh bien, on fait aussi des visites, sinon on ne comprend rien. Lorsqu'on va sur les pas de saint Thomas d'Aquin, on visite le Mont Cassin, parce que le petit Thomas d'Aquin, dès 5 ans, par sa famille, avait été envoyé être formé bien, par les moines du Mont Cassin. Lui-même et sa famille étaient originaires d'un petit village juste à côté qui s'appelle Roccasecca. Et donc ce petit Thomas était chez les bénédictins. Et d'ailleurs, il a vu ce mot fameux, cette question à 5 ans, qu'est-ce que Dieu ? Qu'est-ce que Dieu ? Alors, vous en parlez très bien d'Italie, c'est pour ça sans doute aussi que cette destination a énormément de succès. Et pourtant, ce n'est pas vous qui accompagnez ce voyage en Toscane. Non, mais je ne peux pas accompagner tous les voyages. En fait, c'est un mythe. Tout le monde pense que je suis tout le temps en voyage, sur les routes. ce qui est assez faux. Enfin, alors, ceci près que lundi prochain, je me rends justement à Rome avec un groupe. D'accord. Mais voilà, c'est l'exception qui confirme la règle. Je voyage finalement assez peu ou pas autant que certains l'imaginent. Oui. Alors, question pratique. Admettons que je m'inscrive. Quel bagage dois-je emporter ? Comment ça se passe ? C'est des questions simples, mais en même temps, alors, en fait, j'essaie de me projeter pour la prochaine fois, vous viendrez avec nous, c'est très volontiers, Maud. Écoutez, en fait, c'est assez simple de s'inscrire, il faut payer. Voilà. Pour être tout à fait trivial, pardonnez-moi. Mais voilà, sur le site internet, par courrier ou par téléphone. Et ensuite, jusqu'à un mois avant le départ, si vous voulez, au moment de la facturation du voyage, on envoie tous les éléments pratiques avec la facture relatifs au départ, donc la convocation aéroport et tout ce qu'il faut prendre comme bagage ou pas de bagage. Alors c'est vrai que pour les courts séjours désormais, les moins de 5 jours, on n'inclut pas le bagage en soute. On estime que les personnes peuvent voyager avec un bagage en cabine parce que ça simplifie les choses. C'est vrai que le monde de l'aérien a beaucoup changé depuis le Covid, mais absolument, presque radicalement. C'est-à-dire que tout ce qui était opéré comme ligne aérienne par Air France, par exemple, pour aller en Italie, pour aller dans les courts et moyens courriers, donc des destinations relativement proches en Europe ou dans le bassin méditerranéen, Air France n'opère plus. C'est-à-dire Air France n'assure plus les vols et les a délégués à Transavia. Donc c'est la filiale, si vous voulez, d'Air France, mais il y a eu un changement comme cela radical et c'est ainsi. C'est très bien d'ailleurs, Transavia est très bien aussi. Mais si vous voulez, donc voilà, les bagages en soute ne sont plus nécessairement inclus et on estime que pour obtenir le meilleur tarif, là on parle de broutilles, excusez-moi-nous. Ah non, mais voilà. Mais c'est finalement assez simple. Tout cela est très 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 nettement et clairement indiqué dans tous les documents que nous envoyons avant les voyages. En tout cas, on invite tous nos auditeurs à se rendre sur votre site odeia.fr. Merci beaucoup Sophie Mageran. À la semaine prochaine.